Quand on est journaliste, on raconte la vie des autres. C'est la première fois que je parle de la mienne. Une histoire de gamin libanais, blessé dans la guerre. Un drame qui se répète, guerre après guerre, génération après génération. Lui s'appelle Ali. Avec sa grand-tante Sobhiye, ils ont un rendez-vous important à Beyrouth. Le petit garçon a perdu sa main droite dans un bombardement israélien il y a 1 an et demi. On va chez le médecin. Tu es content d'aller le voir? Oui, Lui, il est impatient et moi aussi. C'est une nouvelle étape pour nous. Le petit Ali connaît déjà par cœur le centre médical. Il a à peine 4 ans et c'est la 2e fois qu'il se fait poser une prothèse. Comment ça va ce matin? Aujourd'hui, je filme les ajustements de la nouvelle main d'Ali. Ce gamin qui crie de douleur, ça me renvoie 40 ans en arrière. Avant de devenir journaliste, j'ai été moi aussi un enfant blessé par une bombe israélienne. Ali, il est haut comme 3 pommes et on lui demande déjà la patience d'un adulte. Attends un peu. Ali, comment tu veux qu'il l'arrange à ta taille? Allez. C'est incroyable. C'est le seul patient derrière lequel je dois courir. Les autres, on leur dit de s'asseoir, ils s'asseyent. J'ai même dû lui prendre les mesures pendant qu'il marchait. Ça fait 40 ans que je travaille, je n'ai jamais vu ça, jamais. Allez, Ali, viens. Mets ton bras dedans. Des bouts de bras, des bouts de jambes. On dirait l'atelier de Frankenstein. Depuis octobre 2023 et la reprise du conflit avec Israël, il y a 10 fois plus d'enfants amputés. Les petits patients, d'autant plus difficiles à soigner qu'en grandissant, ils doivent changer de prothèse, voire être opérés de nouveau, à plusieurs reprises. Tous les 2 ans environ, il va lui falloir une nouvelle main. C'est un long processus. On doit attendre ses 16-18 ans pour qu'il puisse enfin avoir un bras en silicone définitif. De mon expérience, avant, au Liban, la guerre se concentrait sur les lignes de front. De nos jours, c'est généralisé. En 40 ans, c'est la première fois qu'on voit dans notre service autant d'enfants amputés ou avec des déformations provoquées par les combats et les explosions. Essaye de tenir le stylo. Ne tire pas. Oui, serre comme ça. Bravo Ali. Je me demande combien de générations vont être fichues avant que ce conflit ne s'arrête. Beyrouth, mars 2026. Nouvelle campagne de bombardement massif des Israéliens. C'est la 3e campagne que je dois couvrir. Je suis à peine remis de la dernière il y a 1 an et demi, en septembre 2024. En tant que Libanais originaire du Sud, j'en veux aux Israéliens de nous bombarder. Mais j'en veux aussi au Hezbollah de nous avoir entraînés dans cette nouvelle guerre. À nouveau, les évacuations, les gens qui fuient, les enfants déscolarisés. J'ai 52 ans, je suis fatigué, comme tous ces déplacés. Je filme les nouvelles frappes israéliennes, comme un zombie.
Des envoyés spéciaux arrivent du monde entier. Pour eux, c'est plus simple. Ils repartiront dans quelques jours. Moi, je resterai au Liban, avec ma famille. Et une fois de plus, les déplacés reviennent dormir sur la corniche de Beyrouth. Je me demande qui filmait. Cette famille? Ou plutôt celle-ci? Ou là, ces deux dames dans leur tente? Je sens que j'en ai assez de rentrer dans l'intimité de ces gens, et sûrement eux aussi en ont marre d'être filmés. Ce jour-là, je préfère montrer leur silence et leur dignité face au malheur. Avant cette dernière offensive, en février 2026, j'avais pris la route du Sud-Liban pour faire la connaissance du petit Ali. Partout, les drapeaux jaunes du Hezbollah. Ce groupe armé financé par l'Iran est très puissant dans les zones à majorité chiite, comme ici à Sarafan où vit le petit garçon. Dans la cour de l'immeuble sont exposées les photos de ceux qu'on appelle ici des martyrs. En octobre 2024, 13 personnes de la même famille ont péri dans un bombardement israélien. Depuis, Ali vit ici avec ses cousins, son oncle et sa grand-tante Subhiye. Du jour au lendemain, à 53 ans, elle s'est retrouvée à jouer le rôle de mère. De mère courage. Allez debout les enfants, arrêtez ça. Le père d'Ali appartenait au Hezbollah. Ali, lui, il ne sait pas ce que c'est que le Hezbollah, ni Israël, ni l'Iran. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a perdu d'un seul coup sa main droite, son papa, sa maman, sa sœur, ses cousins, et qu'ils lui manquent tous. Mon papa, il est au ciel. Il nous entend, mais moi, je ne l'entends pas. Ça, c'est la photo de mon papa, le héros. Ma sœur, Nour, l'héroïne, et ma maman, Mona, l'héroïne. Je voudrais les rejoindre dans le ciel. Mon Dieu, que cette maison explose aussi pour que j'aille chez eux, au ciel. La frappe qui a gravement blessé le petit garçon et anéanti la famille Khalifé est tombée sur leur maison à 20h45, quand les enfants s'apprêtaient à se coucher. Le lendemain, alors que les bombardements se poursuivent, les proches et les secouristes cherchent dans les décombres. Ali est resté dans les ruines jusqu'au lendemain de la frappe, jusqu'au matin suivant. Il a passé plus de 14 heures sous les gravats. Quand ils l'ont trouvé, ils ont cru qu'il était mort. Et tout à coup, il a ouvert les yeux. Dieu merci, alors on l'a emmené à l'hôpital. À l'hôpital, il m'a demandé des nouvelles de ses parents. Il s'est mis à appeler « Maman, maman, je veux maman ». Je lui ai expliqué, le missile qui est tombé a emporté tes parents. Alors il a demandé « Je peux t'appeler maman Subhiye ?» J'ai dit oui, je serai ta maman Subhiye. Et ta maman Mona est au ciel. Il s'est mis à la porte de l'hôpital et il a fait des gestes vers le ciel pour leur dire au revoir, pour parler à sa maman et son papa. Ali et les siens ne le savent pas encore, mais dans quelques jours, ils vont devoir à nouveau fuir de chez eux. Peut-être ne pourront-ils jamais revenir.
Les Israéliens viennent d'annoncer vouloir occuper une partie du sud Liban pour sécuriser leurs frontières. J'ai l'impression que mon pays revit le même cauchemar, indéfiniment. En 1982, en pleine guerre civile libanaise, l'armée israélienne envahit le pays. Beaucoup l'ont oublié, mais à l'époque, c'était pour chasser les combattants palestiniens. Des terroristes aux yeux des Israéliens. Mais la violence de l'occupation israélienne fait émerger un nouveau mouvement de résistance au sein de la population chiite, le Hezbollah. À Beyrouth assiégée, la situation est catastrophique. C'est l'été, j'ai 9 ans, la chaleur est atroce. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Pour échapper à tout ça, ma mère nous exfiltre chez mes grands-parents, dans les hauteurs de Beyrouth. Sans penser que le village de Hamdoun serait à son tour attaqué. Les avions israéliens sont arrivés, ils ont lancé des missiles sur le village, c'était terrifiant. Nous, on était là, dans cette maison. Et le lendemain, les tanks israéliens étaient là, dans la rue, devant chez nous. Alors nous, on était une bande de gamins intenables. Et nos parents nous ont proposé d'aller dans la vallée en bas pour changer d'air avec un cousin de ma mère, Marwan. Le problème, c'est qu'entre-temps, les Israéliens avaient balancé dans toute la vallée des bombes à sous-munitions. Une saleté d'armes qui répand des milliers de petites bombes un peu partout. Et ça, nous, on ne le savait pas. Je suis parti avec Marwan, ma cousine et mon frère. Au milieu d'un verger, je vois un truc par terre. Un petit cylindre gris. Je le ramasse. J'entends la voix de Marwan, méfiant. « Jette ça !» Je jette, à 1 mètre, et là... Nous sommes tous gravement blessés. Je passe alors 3 mois dans ce service de l'hôpital Saint-Charles, avec une fracture du fémur, le tendon du genou coupé et des éclats d'obus partout. Les conséquences de ces blessures, je les porterai toute ma vie. Tout comme ce bracelet, où il est inscrit « Ne pas soumettre à une IRM », car des petits morceaux de métal sont restés dans mon corps, dont un logé dans ma tête. Là, on voit un éclat d'obus qui s'est logé derrière l'orbite. Ça, c'est l'orbite, ici. Cet éclat d'obus, il a pénétré le crâne sur 2 cm supplémentaires. Vous n'avez plus été là. Vraiment, vous avez été chanceux. Hein. Des radios, comme les miennes, ce spécialiste d'orthopédie pédiatrique en a vu énormément au Liban. La moitié de la population libanaise a des éclats d'obus qui parsèment le corps, a au moins un éclat d'obus, au moins un, ou une balle. Dans le corps humain, on les oublie un peu, parce qu'on les voit plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie la guerre. On essaye d'oublier. On essaie d'oublier pour continuer à vivre. Marquée par les 3 mois passés à notre chevet, ma mère s'est engagée dans l'humanitaire. L'ONG qu'elle dirige s'appelle « Donner aux enfants un meilleur avenir ». Le nom m'a toujours fait sourire. Je ne vois pas en quoi les enfants libanais d'aujourd'hui ont un avenir meilleur. Mais bon, ma mère est peut-être plus combative que moi. En temps de guerre, son ONG distribue des colis alimentaires aux déplacés. À plus de 70 ans, ma mère ne peut pas s'en prendre à Israël. Alors elle se bat avec ses fournisseurs pour négocier le maximum de marchandises pour ses protégés. Ça, c'est le riz. Il vient d'Égypte. Alors les fèves, pois chiches, lentilles, où est le boulgour? Je vous donne le meilleur tarif, croyez-moi. Hamad, on est des clients de longue date. Et tu n'es pas à l'école, toi? J'aime bien aller à l'école.
Si tu aimes, pourquoi tu n'y vas pas? Parce qu'ils bombardent. Alors, le colis est 23 $ fois 100, ça fait 2300 $. Vous ne pouvez pas baisser? Croyez-moi, je vous fais déjà une fleur. Des entrepôts ont été bombardés, c'est pour ça que les prix montent. Les pénuries commencent. Je veux commander très vite, afin de distribuer avant que les stocks ne s'épuisent. Depuis quelques mois, l'ONG de ma mère loue cette maison traditionnelle beyroutine, car ses anciens locaux étaient trop proches des quartiers bombardés par Israël. On essaye d'assurer un avenir meilleur aux enfants. Mais bon, avec Israël à nos frontières, ça ne s'arrange pas, ni pour les enfants, ni pour les adultes. Malheureusement. Chaque quelques années, on a une guerre. À chaque fois, Israël nous bombarde. À chaque fois, les habitants du Sud doivent fuir. Et on doit leur envoyer de l'aide. Que Dieu ramène nos voisins israéliens à la sagesse. Qu'ils se calment enfin et laissent nos enfants souffler un peu. La sagesse, je n'ai pas l'impression que ce soit la qualité première, ni de l'armée israélienne, ni de Hezbollah. Au contraire, les deux camps partagent une même posture jusqu'au boutiste, qui conduit régulièrement à de nouveaux combats. En juillet 2006, Israël et le Hezbollah s'affrontent dans le sud et dans les grandes villes du pays. Je suis jeune journaliste, je réalise mes tout premiers reportages. Une société britannique de déminage est déjà sur le terrain pour débarrasser le village des grenades à fragmentation qui constituent la plus grande partie de la menace. Au cours de ce tournage, je tombe sur une vieille connaissance, les bombes à sous-munitions. Je trouve ça dingue qu'elles ne soient toujours pas interdites. Elles le seront 2 ans plus tard, mais Israël ne signera jamais la convention sur ce type d'armes. À l'hôpital, je filme des enfants blessés. L'un d'entre eux, on dirait mon double. Son récit, le même que le mien, 24 ans plus tard. J'étais avec ma cousine, on a trouvé une bombe. Je lui ai dit « Jette-la, jette-la !» Elle a jeté la bombe, elle est tombée devant nous. Elle a explosé et nous a projetés vers l'arrière. Mes intestins sont sortis de mon ventre. Je me suis mise à crier et le son sortait de mon ventre. Je n'ai pas gardé le contact de ce petit garçon, mais en le cherchant, on m'a parlé d'un autre enfant, blessé en 2006. Un miraculé. Il a aujourd'hui 34 ans. Lui aussi s'appelle Ali. Ali Abbas Akhdar. Désormais, il travaille dans le BTP en louant du matériel de chantier. Vas-y, lève. Le 11 août 2006, il avait 14 ans lorsqu'il a été blessé dans une série de frappes israéliennes. Tous ses proches sont morts. Lui en a réchappé. Voici la tombe de mon oncle. Il était chef de commissariat. Ici, le secouriste qui était avec moi dans l'ambulance quand elle a été visée. Ça, c'est mon oncle Mahmoud, qui est venu porter secours à mon père. Il a été tué sur place. Et voici mon père, le martyr Abbas Akhdar. Ali accompagnait son père lorsque son monde vole en éclats. Un drone tire sur leur camionnette et les projette à plusieurs mètres. J'ai repris connaissance. J'étais comme électrocuté. Une lumière forte m'aveuglait. Puis j'ai vu mon père. Il était mort. L'ambulance est venue. Nous étions 5 dedans. À peine arrivé sur la grande route, le drone a frappé de nouveau.
Le missile est tombé sur l'homme à ma droite et l'a tué. Celui à ma gauche est mort, le dos brisé. Et moi, je n'ai rien eu. On m'appelle le martyr vivant, parce que j'ai échappé 2 fois à la mort. Et quand Israël te vise 2 fois et que tu restes vivant, c'est un exploit. Adolescent, Ali a pu recevoir une aide psychologique. C'était très rare à l'époque. Au village, personne ne voulait entendre parler de psychothérapie. Pour que j'accepte, ma famille a menti. Elle m'a dit « tu vas voir un neurologue ». J'avais 14 ans, je ne comprenais pas la différence. Ce médecin m'a demandé « qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'ai commencé à raconter et j'ai pleuré. La fois d'après, il a posé la même question. J'ai recommencé et j'ai été un peu plus loin. Et ainsi de suite. À la fin, j'ai réussi à tout raconter. Aujourd'hui, le jeune homme a mis des mots sur ce qui leur est arrivé. Crime de guerre. Il l'affirme, son père et ses oncles n'étaient pas des combattants. 20 ans plus tard, Ali revient sur les lieux du drame, une zone agricole à la sortie du village. Mon père et moi allions au marché. On était des civils. Notre camionnette était ouverte. On transportait des aubergines. Pas d'armes, rien du tout. À l'époque, en 2006, des habitants du village réalisent un petit film pour témoigner de l'ampleur des destructions à Kharaïb, le village d'Ali. Il documente l'attaque dont ont été victimes Ali et sa famille. L'impact du premier tir de missile, la carcasse de la camionnette du père d'Ali avec ses cagettes de légumes et le cratère formé par le deuxième tir sur l'ambulance. On était dans une ambulance siglée du logo de la défense civile. C'était l'ambulance du village, conduite par des membres de la défense civile. Et ils ont quand même tiré sur cette ambulance. Cibler des infrastructures médicales est interdit par le droit international. Les Israéliens n'ont jamais justifié les frappes sur la famille d'Ali, ni offert de compensation à qui que ce soit. Tout le monde proteste. Mais à quoi ça sert? C'est juste de l'encre sur du papier. Qui va leur demander des comptes? C'est les plus forts. Ils vont se demander des comptes à eux-mêmes. Pendant la guerre de 2006 au Liban, il y a eu plus de 1000 morts et 4000 blessés. Selon les Nations Unies, un tiers de ces victimes avaient moins de 12 ans. Et l'histoire se répète. En 2024, les armes ont évolué. Les avions israéliens larguent des bombes d'une puissance jamais vue. Et en même temps, ils peuvent réaliser des tirs hyper précis, jusque dans la chambre de leur cible. On dirait qu'ils savent tout et qu'ils voient tout. Avec leurs drones de surveillance, ces oiseaux de malheur qui nous survolent jour et nuit. On a d'autant plus de mal à s'expliquer ces frappes qui réduisent en poussière les immeubles et tous leurs occupants. En octobre 2024, je fais la connaissance d'une petite fille dont le corps a été brûlé à 40%. Elle s'appelle Ivana. Elle aussi est une martyre vivante. L'opération aura lieu lundi. On changera les pansements demain. Ne pleure pas. Je sais, elle en a bavé. J'espère que la vie va redevenir belle. Tout ce que je veux, c'est que ça devienne comme avant. On est à la rue. Depuis un mois, je ne vois plus ma fille aînée.
parce que je reste aux côtés de la petite. Ivana, c'est l'incarnation de ce que les militaires appellent dans leur jargon une victime collatérale. Ma chérie. 2 mois plus tard, il y a un fragile cessez-le-feu. L'occasion de rendre visite à sa famille, à Der Kanoun, en zone Hezbollah. Ce jour-là, le mouvement chiite profite de la trêve pour enterrer ses combattants. Une cérémonie suivie par la majorité des habitants du village, mais pas la famille d'Ivana. Elle et sa grande sœur Rahab sont enfin sorties de l'hôpital. Les parents en veulent à Israël, mais aussi au Hezbollah. J'étais en train de ranger nos affaires dans la voiture, justement pour partir. Soudain, les flammes m'ont encerclée. Je ne pouvais pas rejoindre les filles. J'étais ici et elles brûlaient sur la terrasse. J'ai senti quelque chose derrière moi qui me brûlait le dos. Soudain, le feu est entré. J'ai essayé de sortir, mais le souffle me repoussait vers l'intérieur. On criait « à l'aide !» mais personne ne venait. Les explosions étaient trop fortes. Sans le savoir, la famille habitait au mauvais endroit. En face d'un garage, en fait une cache d'armes du Hezbollah, que les Israéliens ont visé ce jour-là. C'est l'aileron d'un petit obus, un obus de mortier. On n'est pas contre la résistance, mais mettre des armes ici, c'est une faute. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas normal de mettre des armes près de la maison de civils. Pendant le tournage, soudain, il y a des bruits secs. Des tirs en l'air pendant l'enterrement. C'est courant ici, mais Rahab la grande panique. Je veux partir. T'inquiète pas, c'était pas des frappes, c'est rien. Il n'y a pas eu de frappe. Je veux rentrer à la maison, à l'autre maison. Allez, laisse-moi te prendre dans les bras. N'aie pas peur, viens. À chaque discours du Hezbollah, il se lève et crie « Non à l'humiliation ». Pendant ce temps, le peuple crève. La victoire, quelle victoire? Qu'en avons-nous tiré? Que les Israéliens avancent ou reculent, 2 mois après, ils reviennent. Ça ne change rien pour nous. Les drones israéliens bourdonnent en permanence. Vont-ils tirer ou pas? Faut-il reconstruire ou ne pas reconstruire? À force de se poser les mêmes questions, on est rongé par l'angoisse. Fin 2024, un cessez-le-feu entre en vigueur, mais c'est pas vraiment la paix. Et un jour, ça repart. Comme en ce début mars 2026. Encore une fois, 1 million de Libanais, un quart de la population doit fuir là où ils peuvent. C'est le cas de toutes les familles que je filme, celle d'Ivana, celle du grand Ali et du petit Ali. On dirait que sa grand-tante et son oncle ont vieilli de 10 ans, en quelques jours. Une famille de naufragés, perdue dans un coin isolé. Pour s'éloigner des bombes, ils ont loué ce qui est d'habitude un chalet de vacances à 3 heures de route de chez eux. Il n'y a rien à faire ici, sauf attendre que ça passe. Allez, c'est la ville de Saïda ce matin. Ça ne fait qu'empirer. Je ne sais pas quoi dire. J'espère juste que ça va s'arrêter.
Moi, je vais de mal en pis avec cette situation. Ça ne va pas. Mentalement, je suis au fond du trou. Depuis 2 semaines, ils vivent à 12, les uns sur les autres. Ils prennent dans leurs économies pour tenir. Jusqu'à quand? Eux ne voient pas de fin à ce conflit avec Israël. Un enfant, quand il grandit, que va-t-il faire? Il va devenir un résistant qui va les combattre. Tout le monde a un martyr dans sa famille. Un fils, un frère, un père. C'est génération après génération. S'il ne te tue pas, il tue ton père. Alors tu vas vouloir venger ton père, et ainsi de suite. Pour briser cet engrenage, une ONG a envoyé une psychothérapeute afin d'aider Ali à canaliser ses peurs et ses colères. La grenouille veut se cacher parce qu'elle est fatiguée. Des bruits et du vacarme. Alors elle fait quoi? Elle fait comme ça. Encore une fois. Et une troisième. Et quand elle a respiré, qu'est-ce qui se passe? Elle devient courageuse. Exactement. À moi maintenant. Depuis qu'on est arrivé, Ali ne tient pas en place. Sa maison lui manque. Ici, on doit garder les enfants tout le temps à l'intérieur. Dehors, il y a une grande route juste devant la propriété. Ce n'est pas facile pour Ali. Il est sous pression. La paix est derrière moi. La paix est au-dessus de moi. Le principal défi, c'est qu'il a de la peine à se concentrer. Et il ne regarde pas les gens dans les yeux. À ce stade, c'est normal. Il a besoin de temps. Ce n'est pas comme un événement unique, comme un tsunami. Ça passe et après la guérison peut commencer. Ce sont des traumatismes récurrents, chroniques. Les Libanais n'ont pas le temps de se remettre d'un premier trauma, qu'un deuxième se rajoute. À ce rythme-là, nous les Libanais, on sera tous bientôt bons pour l'asile. J'ai aussi voulu prendre des nouvelles d'Ivana et de sa sœur Rahab, déplacées dans la banlieue de Beyrouth. Je leur ai fait livrer un des cartons d'aide alimentaire de ma mère. 18 mois ont passé depuis notre dernière rencontre. Ivana a maintenant une belle touffe de cheveux. Mais ça ne cache pas tous ces traumatismes. Allô? 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 La petite fille brûlée va devoir apprendre à vivre avec ses cicatrices. Quelle vision d'elle-même et de son corps aura-t-elle adolescente? Un enfant blessé, ça prend une vie à réparer. Surtout que le regard des autres peut continuer à blesser. Je les ai inscrites à l'école quelques jours. Mais Ivana était mal à l'aise. Les enfants se moquaient d'elle. C'est quoi son problème? Regardez son visage, regardez comment elle est brûlée. Ça m'a déchiré le cœur. Ça vaut le coup qu'elle subisse ça? Alors je les ai sortis de l'école. Ça me rend triste. Les autres enfants, plus petits, étudient. Ivana doit apprendre, elle a 4 ans. Pour l'instant, les médecins ne peuvent rien faire de plus pour Ivana. Il faut attendre quelques mois pour une greffe. Ils pourront alors lui greffer des cheveux et l'opérer pour ouvrir son oreille et la reconstruire. À défaut d'école, grandir dans des hôpitaux suscite des vocations. Et je leur souhaite de réussir. Allez, fais-moi une piqûre.
J'aimerais aller à l'école, jouer avec mes copines, que la guerre s'arrête. C'est tout. Et quand je serai grande, je voudrais être dentiste. Fais plutôt ophtalmo, tu pourras m'opérer. Quand je grandirai, tu seras déjà vieille. Honte à toi. Toutes les deux, on sera dentiste ou ophtalmologue. Depuis que leurs filles ont failli mourir, les parents d'Ivana et Rahab n'arrivent pas à tourner la page. Leur vie reste comme en suspens. Pour leur offrir une parenthèse, je leur ai conseillé d'assister à un atelier de théâtre, animé par un metteur en scène engagé auprès des déplacés. Allez, viens. Et voici Rahab. Tout le monde l'applaudit bien fort. Dans la salle, Ivana reste avec sa mère. Elle est encore un peu timide pour monter sur scène. Vous avancez, mais la guerre vous repousse vers l'arrière. Continuez d'aller de l'avant pour dire à la guerre, nous sommes toujours debout. Peut-être vous tombez, vous vous brisez, vous êtes vaincu, mais vous continuez. Quand on est entré, j'ai regardé le visage des filles. Elles étaient métamorphosées. Elles sont tellement heureuses d'être ici, d'être sorties de la maison. Je ne sais pas si un jour, ce pays et ses enfants connaîtront autre chose que la guerre. Quand on a frôlé la mort de si près, comme moi, comme le petit Ali, le grand Ali, Rahab et sa sœur Ivana, on n'a pas d'autre choix que de se remettre debout. C'est notre plus belle revanche.